L'école de la République est un projet maçonnique qui a pour objectif d'abrutir, mais surtout de détruire la spiritualité qui a forgé l'identité française. Comment l'école a saboté le savoir et la famille. Pourquoi l'école n'arrive plus à former des individus libres. Comment l'école républicaine s'attaque aux savoirs fondamentaux. À ces questions répondra Ludovic Malo, que vous connaissez, que vous aimez et que vous plébiscitez chaque fois dans les commentaires. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler franc-maçonnerie et école, on va parler des programmes, on va parler aussi de destruction de la cellule familiale, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Voilà, j'ai la lettre du mois d'avril, elle est chaude, elle brûle mes doigts et j'ai tellement envie de la lire. D'ailleurs, je la lis chaque soir. Vous y adhérez avec nos amis Jean-Michel Vernochet, Laurent Ozon, Sylvain Ferreira et tous les autres. Ce sont vos auteurs préférés. Ils sont là encore ce mois-ci. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Et puis, n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Mais j'ai appris ce matin que la tasse était en rupture de stock. Voilà, elle est en rupture de stock. Donc, peut-être commander des autres produits. Il y a tous les produits. Il ne faut pas avoir peur. On va lancer d'ailleurs toute une gamme, il ne faut pas avoir peur et je ne touche rien dessus, ça le pire. Bon, je reçois aujourd'hui Ludovic Malo. Comment tu vas, cher Ludovic ? Très bien, Mike, merci pour la. Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait quelque temps que tu n'es pas venu. Tu es venu pour Notre-Dame, tu es venu ici. Je t'ai amené aussi à Radio Courtoisie. Malheureusement, signalement Arcom fait que l'émission n'existe plus. Voilà. J'ai quand même réussi à récupérer le fichier. Ah, t'as réussi ? Oui, il y a quelqu'un dans mon audience qui a eu la gentillesse de m'envoyer le fichier. Tu sais que tu es le seul et l'unique invité de Radio Courtoisie qui a eu droit au signalement Arcom. C'est pas mal, ça. Je sais pas ce que... J'ai l'impression que le pouvoir, peut-être, a eu peur des révélations que tu as faites sur Notre-Dame. C'est fou, hein ? Effectivement, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant, mais je pense que c'était une très belle émission et je conseille évidemment à tous ceux qui veulent la revoir, de la réécouter sur mon canal Telegram, sur France Liberté. France Liberté, voilà. Bon, on va parler franc-maçonnerie, école. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit, il y a ce sujet dont personne ne parle, et c'est une réalité, c'est celle de la mixité à l'école, qui est un projet Franc-Mac et qui déjà a mis, on va dire, le mal, si je puis dire. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la franc-maçonnerie est à l'origine de toutes les lois sociétales dans ce pays, en réalité, depuis 1789 et un peu avant. Et donc ça a des conséquences considérables au niveau économique, financier, social, au niveau académique. Et donc ce sont eux qui prennent la décision. Donc ce sont eux qui déroulent leur agenda, ce sont eux qui sont à l'origine de l'émancipation des femmes, de l'avortement, dans la Constitution maintenant,
aussi de la pilule, grossièrement, hein, en 67. Ensuite, il y a eu donc les mesures qui ont été prises par rapport à la contraception. Donc, cette législation n'est pas anodine. Elle rentre dans un cadre d'émancipation forcenée des femmes et qui ont été poussées souvent malgré elles sur le marché du travail pour des raisons aussi liées à l'inflation, à l'hyperinflation et le système monétaire que nous avons actuellement, qui depuis les années 70, avec la fin de l'étalon or, a permis l'explosion de la dette, de la fiscalité et a mécaniquement en fait, pousser les femmes sur le marché du travail. Et ce qui a permis de leur retirer ce qu'au préalable elles avaient de manière traditionnelle, c'est l'éducation des enfants et l'ordre aussi et le suivi des enfants. Et tout ça a été bouleversé par le développement massif des crèches. Aujourd'hui, les enfants qui ont moins de 6 ans, ils passent plus de 35 heures à l'extérieur du foyer. Donc ça a causé tout un ensemble de problèmes et de bouleversements de l'ordre familial, de l'éducation, la marginalisation du rôle du père aussi. Et voilà, donc il y a eu plein de conséquences et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. On va en parler, mais avant ça, je vais présenter nos amis autour de la table. Christian Cotten, ici présent. Comment tu vas, cher Christian ? Plutôt bien, plutôt bien. Psychosociologue, je suis sûr que tu as des choses à dire sur l'école ? Certainement. Je ne vais pas commencer tout de suite. Hein, on finit le tour. Oui, parce que quand j'étais gamin, côté de 20 ans, j'ai fait 3 ans instit. Ah. Et puis je me suis enfui de la secte. La secte d'éducation nationale ? Ben oui, parce que tu commences élève, puis tu deviens prêtre. Enfin, tu deviens maître d'école. D'accord ? En sanskrit, on dit gourou. D'accord ? Tu deviens prêtre. Et à ce moment-là, on te propose très vite d'adhérer au syndicat national des instituteurs, ou bien à la FEN à l'époque, c'est vieux tout ça. Et puis après, tu cotises à la MGEN, si tu veux avoir droit à la sécurité sociale. Après, tu vas payer ton assurance de voiture à la MAIF, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France. Et puis après, tu t'achètes tes meubles à la CAMIF. Alors j'ai vérifié ce soir, on ne peut pas acheter de cercueil à la CAMIF, ça n'existe pas. Mais ça devrait, parce que c'est la même logique. Et puis quand tu veux faire un prêt ou tu veux faire de l'épargne, tu vas à la CASDEN, qui est une banque, une sous-banque des banques populaires, ou bien il y a la même sous-banque au Crédit Mutuel. J'ai compris 20 ans plus tard qu'en réalité, cette secte éducation nationale, système dogmatique et système clos, appartenait à la franc-maçonnerie, quoi. Hein ? Alors, juste pour embêter Ludovic tout à l'heure, parce que je fais un petit peu ce qu'il raconte, je vais défendre un peu la maçonnerie, parce que j'ai des copains maçons qui sont des gens très bien. T'es pas obligé de le faire, hein. T'es pas obligé de le faire, hein. On te demande pas de le défendre, hein. J'ai autant de mages noirs... Tu dis ce que tu as envie de dire, hein. Oui. J'ai autant de mages noirs dans la franc-maçonnerie que j'ai de mages noirs dans l'Église catholique et romaine. Donc, à un moment, il faut dire les choses comme elles sont, très aussi. Mais bon... Ludovic le dit très bien, c'est vrai que ce sont eux, depuis 2 siècles, qui ont instauré dans le sang ce qu'on appelle la République, qui décide des grandes évolutions sociétales de la société, de notre société, de l'État, de la nation française, du peuple français, jusqu'à l'enseignement de la fellation et de la sodomie aux enfants de l'école primaire. Ce qui, moi, en tant que psy, me pose un tout petit peu de problème. On pourrait y revenir. Donc on va en parler. Merci à toi, cher Christian. Et enfin, Laurence Vaky, que vous avez découvert mercredi soir avec Corinne Lalo. Ça va, cher
cher Oui, ça va depuis mercredi soir. Très bien. Tu as des choses à dire aussi sur l'école? Bah écoute, j'ai des choses à dire. J'ai aussi des choses à dire sur l'émancipation, parce que je partage peut-être pas les Ah, c'est vrai que toi, tu es non-binaire, toi. Moi, je suis, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus par rapport russe, Ukraine, tout ça, mais en fait, je suis pour l'individu. Voilà, je suis pour que l'individu devienne individu. Eh ben, tu nous diras ça tout à l'heure. Je te remercie, cher Laurence. Donc, ce qu'a dit Christian, pour le coup, c'est excessivement intéressant, c'est qu'on a l'impression, en effet, que c'est l'éducation nationale, c'est une sorte d'État dans l'État, quoi, si je puis dire. Oui. Alors, effectivement, il y a eu toute une série de lois. Ce qui est important, en fait, de parler essentiellement, c'est la mixité. La mixité à l'école. Mais justement, tiens, cette mixité, pourquoi, d'après toi, c'est un problème? Alors, je vais répondre à ta question, Mike. J'aimerais juste faire une citation qui résume un petit peu l'ensemble. Donc, finalement, les meilleures écoles au monde ne sont pas mixtes. Alors, chut, il ne faut pas le dire. Il y a plusieurs écoles qui existent non mixtes, que la régie peut passer en images. Il y a par exemple Eton College à Windsor, que vous allez voir ici. Donc cet établissement forme l'élite britannique et un des meilleurs établissements au monde. Un établissement masculin, exclusivement. Donc ça, c'est un des plus prestigieux, Eton College à Windsor. Il y en a d'autres aux États-Unis. St. Mark's School, dans le Texas, par exemple, que vous voyez ici. Une école pour garçons. Vous pouvez voir d'autres images aussi derrière. Et puis, une autre aussi pour les filles, en Angleterre, Henrietta Barnett School, qui est aussi classée parmi les meilleures écoles, je dis bien les meilleures écoles d'État au Royaume-Uni pour les résultats aux examens. Donc, il est évident que aujourd'hui, on a basculé d'un système traditionnel où il y avait un enseignement différencié entre les garçons et les filles, à une soupe où on enseigne la même chose à tout le monde. Donc en fait, ça ressemble beaucoup à la médecine allopathique, la médecine moderne, où on file des pilules à chacun, on file le même médicament à tout le monde. Alors qu'on est tous différents, on a tous une constitution différente, on a tous un système immunitaire différent, et on apporte le même produit. Alors, résultat des courses, c'est quoi? C'est que, en ayant un système éducatif mixte, on brouille toutes les pistes. On brouille les repères, on brouille l'identité de genre, et on apporte beaucoup de confusion, et on apporte aussi un regard sexué constant. Ce qui ne permet pas aux élèves de se concentrer sur l'acquisition du savoir et des connaissances. Sachant que les garçons et les filles n'ont pas naturellement et biologiquement les mêmes attitudes et les mêmes réflexes pour apprendre les choses. Les garçons, ils sont beaucoup plus impulsifs, ils ont besoin d'apprendre dans un contexte où ça bouge, il y a des choses qui se passent. Les filles sont beaucoup plus posées, où il y a besoin d'interaction, etc. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on est arrivé à un système éducatif. Il y en a qui vont dire que c'est pour des raisons économiques qu'on a adopté la mixité, parce qu'avant, traditionnellement, on avait des écoles pour les garçons et des écoles pour les filles, et chacun avait
donc son enseignement, les différentes disciplines. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pour des raisons économiques. Ça coûtait moins cher dans certaines zones rurales et tout ça. Je pense que ce n'est pas essentiellement une raison économique, mais c'est une raison idéologique. Et pour moi, cette idéologie vient de la franc-maçonnerie. D'accord ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Alors, on voit qu'il y a énormément de messages qui sont véhiculés aujourd'hui, qui peuvent être perçus comme des virus idéologiques, comme le wokisme, les mouvements LGBT, le fait qu'il y a une confusion des genres, tout est inversé, un homme peut être une femme peut être un homme. Donc, en fait, on est dans un brouillard complet pour faire perdre complètement les repères des enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont mutilés à des âges alors qu'ils n'ont même pas eu la possibilité de vivre normalement. On leur impose, aux États-Unis, les mutilations avec les chirurgiens deviennent de plus en plus importantes parce que c'est un vrai business. Et je crois qu'on perd vraiment la tête, en fait. Vraiment. On perd la tête, oui. Enfin, nous, on perd la tête, certes. Enfin, les gens, c'est-à-dire la masse, perd la tête. Mais ceux qui nous dirigent, eux, ils ne perdent pas la tête. Parce que l'inversion des valeurs, c'est le projet. Oui, alors, l'inversion des valeurs, effectivement, c'est l'agenda. Donc, l'introduction de l'enseignement mixte s'est faite au nom du progrès et de l'égalité. Et on voit bien qu'on est dans cette égalité forcenée. République française, égalité, liberté, égalité, fraternité. Donc là, on est en plein dans la maçonnerie. D'accord ? Oui, parce que, tiens, explique-nous, tiens. Tu as bien fait d'en parler. Donc, la République maçonnique, oui. Liberté, égalité, fraternité, c'est des symboles, enfin, c'est-à-dire ce sont des thèmes maçonniques. Oui, on est sur l'axe triangulaire, le triangle lumineux qu'on voit en haut de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, et du citoyen, il ne faut pas l'oublier. Oui, voilà. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle ne sort pas de nulle part. C'est une créature franc-maçonnique. De rendre le concept d'État abstrait pour laisser entendre que, en faisant croire aux gens qui sont qui prennent part aux décisions du fonctionnement de l'État, alors qu'en réalité, ce ne sont qu'une poignée de gens, de représentants, qui prennent toutes les décisions. Et finalement, les Français sont à l'état d'esclaves et ils doivent simplement obéir à ces décisions. Voilà un petit peu le sous-jacent qu'il y a derrière le sujet. Ben, on sait que l'inversion des valeurs, elle est imposée aussi parce que j'imagine que lorsque on ne sait pas qui on est, lorsqu'on se pose des questions sur son fameux genre, eh bien, on a des traumas. Et lorsqu'on a des traumas, on va chez Christian Cotten. Et lorsqu'on va chez Christian Cotten, on ne va pas dans la rue révolutionner, si je puis dire. Et donc, du coup, le pouvoir en place se maintient, quoi. C'est ça aussi, faut se dire les choses. Oui, mais ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un système éducatif qui soit différencié. C'est-à-dire qui réponde aux besoins des filles et des garçons. Puisque naturellement, chacun a des attentes différentes et il faut pouvoir personnaliser le système pédagogique. Et on n'a pas ce système aujourd'hui, on a un système qui est indifférencié, qui convient ni aux garçons ni aux filles. Le nombre d'enfants qui sont en échec scolaire... Alors, est-ce qu'on a les chiffres là, justement ? Justement, je voulais parler des expériences pédagogiques douteuses qu'il y a eu avec notamment la méthode globale. Alors, qu'est-ce que déjà la méthode globale et la méthode syllabique ? Alors, justement, la méthode syllabique, c'est la méthode classique pour apprendre à lire. C'est-à-dire qu'on apprend à un élève que B à bas, ça fait bas, et qui peut structurer des phrases et apprendre la langue
voilà, c'est une technique ancestrale qui a fait ses preuves. Et dans les années 70, ils ont expérimenté, des pédagogues progressistes douteux ont fait croire qu'il pouvait y avoir un meilleur moyen d'apprendre à lire à travers une méthode qu'ils appellent la méthode globale. C'est-à-dire de faire deviner aux élèves les mots, en fait. Et ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle, puisque j'étais dans cette période. Ah bon? Ouais. Et je me rappelle être au CP et avoir des difficultés à lire. C'est pour vous dire. Donc, ça causait énormément de dommages. Donc, ils ont... finalement, ça a été un vrai fiasco. Il y a eu beaucoup d'élèves qui n'arrivaient pas à lire et qui avaient des problèmes et des retards. Donc, ça a été en partie abandonné. Mais une bonne partie du sous-jacent, de l'intuition, du ressenti des émotions dans la lecture a été conservé pour pouvoir continuer des expériences pédagogiques de ce style. Voilà. Mais, et cette méthode globale, qui la met en place? Est-ce que l'on sait ça? Oui, alors, justement, on pourrait se poser la question. Comment se fait-il que dans les années 70, justement, juste après mai 68, où il y a eu un bouleversement total des valeurs, où les valeurs ont été renversées, la table a été renversée, le refus de l'autorité, le refus des règles, le refus de l'autorité familiale. Comment se fait-il que tout d'un coup, on a des expériences pédagogiques qui sortent de nulle part, comme ça, et qui cherchent à démembrer un système qui fonctionne, qui a fait ses preuves? C'est ça la question. Mais quelle est ta conclusion là-dessus? J'imagine que tu dois savoir. Ma conclusion, c'est qu'on est dans un système où il y a des expériences pédagogiques et de l'ingénierie sociale qui est développée, personnellement, je pense, par des agences de renseignement, spécialement aux États-Unis, qui diffusent un ensemble de... On peut parler de virus idéologique, mais il y a aussi toute une méthodologie derrière pour changer les attitudes, changer les opinions et changer les méthodologies et apporter de la confusion. Et on peut voir par exemple que le mouvement woke n'est pas issu du hasard. Je veux dire, il est financé, il a été lancé. Donc ces pratiques sont lancées par des services de renseignement, par des gens qui, en fait, étudient les pratiques de contrôle mental et de pouvoir influencer les foules. Donc ça, c'est largement documenté avec la CIA et les services de renseignement, etc., qui ont beaucoup de pouvoir. On voyait avec l'USAID assez récemment toutes les influences et toutes les ONG qui financent partout dans le monde entier et qui exercent des pressions et qui financent de manière conséquente des projets divers et variés qui n'ont rien à voir avec... déjà, il y a une infiltration de sociétés étrangères dans certains pays et ils prennent possession, en fait, ils influencent les programmes pédagogiques et au niveau politique aussi. Donc les conséquences du coup de ces programmes pédagogiques, c'est quoi? C'est que on abrutit la population, enfin en tout cas les nouvelles générations, on les rend soumises et puis et donc du coup le système toujours se maintient. Déjà, on a abandonné l'éducation, l'enseignement classique, le trivium, le quadrivium. C'est quoi ça? L'art du langage, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, pour pouvoir être structuré, pouvoir apprendre à analyser des problèmes sous différents angles, pour développer le discernement. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle ces 7 arts libéraux. Avec le quadrivium, là-dedans on a l'arithmétique, on a la géométrie, on a la musique, l'harmonique, et puis l'astronomie. Et en complément de ça, on a d'autres disciplines,
supérieures comme la philosophie, la théologie, la médecine et le droit. Tout cet enseignement classique qui avait fait ses preuves, qui avait permis un très grand développement du génie français, a été abandonné dans les années 60. Et du coup, aujourd'hui, les élèves ne sont plus équipés pour faire face à des médias et des idéologies sans avoir une trousse à outils, grossièrement. Ils n'ont plus les outils pour pouvoir comprendre les enjeux, comprendre les sujets, voir quels sont les motifs qui conduisent à certaines décisions, puisqu'ils n'ont pas en fait acquis une capacité de discernement, de réflexion, de recherche, d'analyse. Voilà un petit peu le problème. Est-ce que ça signifie que dorénavant, lorsque les moins de 60 ans, parce que ceux qui sont allés à l'école jusqu'aux années 60, enfin à partir des années 60, c'est les moins de 60 ans, d'aujourd'hui, lorsqu'ils reçoivent des informations, par exemple, un État qui leur dit qu'il faut se faire injecter, qu'il faut rester chez soi avec un masque, etc., et que c'est pour leur bien, ça veut dire que dorénavant, une population, parce qu'elle n'aura pas eu les outils nécessaires, eh bien, forcément dira oui. Exact, parce qu'en fait, la vraie liberté, c'est de comprendre les enjeux et de maîtriser la langue. Si vous ne maîtrisez pas la langue, vous êtes dans une sorte d'impuissance, en fait. D'impuissance, puisque vous ne pouvez pas vous exprimer correctement, vous défendre, vous présenter correctement, vous vendre. Du coup, c'est comme si c'était une confiscation. C'était une confiscation de la boîte à outils. C'est comme si on vous demandait de faire la cuisine sans ingrédients, ou de réparer une voiture sans clé à molette, ni tournevis, ni quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça. Donc, on est arrivé dans une situation qui est effectivement très problématique et qui, en fait, imbrique d'autres sujets. Notamment le fait, j'en ai parlé tout à l'heure, que le fait que les femmes sont arrivées sur le marché du travail, c'est pas si anodin que ça. Il y a beaucoup de femmes, moi que je connais aussi, avec qui je discute, il y a beaucoup de femmes qui, si elles avaient le choix, elles préféraient élever leurs enfants et passer plus de temps avec leurs enfants plutôt qu'aller travailler. Mais il y a beaucoup de femmes qui le font parce qu'elles sont obligées. Parce que l'inflation et l'hyperinflation, donc liée au système monétaire qui s'est développé, j'ai eu à nombreuses reprises l'occasion de parler, fait qu'aujourd'hui, il y a 2 personnes qui travaillent, il y a 2 personnes qui sont fiscalisées, et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est vrai que c'est la grosse arnaque. C'est-à-dire que lorsque, dans les années 40-50, le père, on va dire, travaillait, il ramenait tant, eh ben, les 2 personnes qui travaillent ramènent autant, en gros, elles sont 2 à travailler, pourtant elles ramènent autant que la seule personne qui travaillait avant. Exact. C'est-à-dire qu'en fait, on a divisé par 2 le salaire des gens. Exact. Donc en fait, ça cachait quoi ? Ça cachait une énorme hyperinflation. Donc une chute du pouvoir d'achat massive. Mais toi qui es économiste, justement, explique-nous. Justement, j'ai eu l'occasion d'en parler de nombreuses fois. L'hyperinflation a été cachée en partie par le travail des femmes. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, un seul salaire avant suffisait pour la famille, etc. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, on est dans une situation où les femmes, sous prétexte d'émancipation, on leur a confisqué leurs prérogatives pour les confier à l'État. Et aujourd'hui, on voit qu'on a un système éducatif où c'est l'État qui prend en charge les enfants, avec les crèches, avec le système éducatif. Mais l'État le dit très bien. Donc on a un État un peu communiste, clairement communiste, qui s'est mis en place depuis des décennies. Mais l'État le dit lui-même. Vos enfants nous appartiennent. C'est ce qu'il dit. Oui, justement, il faut se battre par rapport à ça, parce que c'est la responsabilité des parents
d'éduquer leurs enfants, essentiellement. On parle d'éducation nationale, mais on ne parle pas d'éducation, là. On parle d'instruction, d'accord? Avant tout, instruction. L'éducation, on entend ce terme-là surtout dans les milieux communistes, d'accord? Éduquer les gens. Donc l'instruction est avant tout le rôle des parents. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les parents ont complètement démissionné. Le père est complètement en retrait. La mère travaille, elle n'est plus en mesure d'apporter le soutien qu'elle apportait avant pour élever les enfants. 85% des enfants sont dans des crèches. Donc, comme je disais tout à l'heure, les enfants de moins de 6 ans passent plus de 35 heures en dehors du foyer. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on a de graves problèmes avec les jeunes. Et j'ai de nombreuses personnes qui me parlent, des profs, qui me disent, qui m'expliquent des parents complètement démissionnés et qui n'ont plus le temps. Ils travaillent, ils n'ont plus le temps de passer du temps avec leurs enfants et de se consacrer à l'éducation. C'est pourtant leur rôle. Merci à toi, cher Ludovic. On va passer à la deuxième partie d'émission. Mais avant ça, des petites annonces. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. N'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. La lettre est entre mes mains. Vous y retrouverez vos auteurs préférés. Jean-Michel Vernochet, Laurent Ozon et Sylvain Ferreira et tous les autres. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas, un quart d'entre vous n'êtes pas abonnés. Arrivons dès ce soir à 321 000. On est plus de 320 700. Soyons 321 000 dès ce soir. Donc abonnez-vous. Cher Christian, toi qui est psychologue, qui a été un peu prof d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, justement, qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est dit et justement de ce rapport à l'éducation nationale, de ce que l'éducation nationale, cette fameuse éducation nationale, a apporté au pays? Moi, j'ai eu la chance d'arriver au bac à 17 ans en 70. Et donc, j'ai passé beaucoup d'années à étudier le latin et le grec. Ça ne m'a servi strictement à rien. Je ne m'en sers pas aujourd'hui. Je me rappelle de 2 ou 3 bricoles, quelques phrases en grec, quelques phrases en latin. Sauf que je considère que si j'ai aujourd'hui un cerveau qui fonctionne bien, c'est grâce au latin et au grec. Non pas que j'en ai un usage immédiat, pragmatique, mais j'en ai un usage en termes de formation de logiciels neurocognitifs permettant de penser le monde, en particulier dans la dimension du temps. Un des privilèges de la culture européenne, c'est de bénéficier de l'épaisseur du temps. Je fais 1500, 2000, 3000 kilomètres, je me retrouve en Crète, moins 4000 avant Jésus-Christ. Les pauvres Américains n'ont pas cela. La culture américaine est une culture de hamburger. Nous avons une culture qui peut nous donner une vision dans le temps de l'évolution du monde. Et ça nous manque terriblement aujourd'hui, parce que si on avait un tout petit peu cette vision-là, une vision du temps long, nous ne serions certainement pas dans le bordel géant dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec une absence de perspective de futur qui soit un tout petit peu réjouissante. Il y a plein de choses que dit Ludovic avec lesquelles je suis assez d'accord, d'autres peut-être un petit peu moins. C'est vrai que de mon point de vue aussi, je pense que l'histoire du travail des femmes, c'est une sacrée arnaque. Une sacrée arnaque.
En même temps, il y a des contradictions là-dedans. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont paradoxales. Il est parfaitement justifié, équitable et positif pour l'évolution globale de la société que les femmes qui ont envie de devenir pilotes de chasse ou je ne sais quoi d'autre, architectes ou musiciennes ou que sais-je encore, ou journalistes, aient la possibilité de le faire. Je ne vois pas pourquoi on les en empêcherait au nom de je ne sais quel, de je ne sais quoi. Mais il est vrai en même temps que le principe de l'égalité est un principe très totalitaire, de mon point de vue, très fascisant. Pourquoi ? La justice, c'est l'équité. La différence entre égalité et équité, c'est complètement différent. Pour les gens qui nous regardent. Tu as des images sur Internet, un petit spot, un gif ou je ne sais pas quoi, qui circule depuis longtemps, où l'on voit 3 personnages, un grand, un petit, un moyen, qui regardent un match de foot au-dessus d'une barrière. Et les 3 sont chacun d'eux sur une caisse. Le grand voit très bien, le moyen aussi, mais pas le petit. Et l'équité, c'est quoi ? C'est de donner 2 caisses au petit pour qu'il monte et qu'il puisse voir au-dessus de la barrière le match de foot derrière. Ce qui fait que le grand n'aura pas de problème pour voir, et le moyen non plus, mais le petit, lui, verra. C'est ça la différence entre l'égalité et l'équité. Donner le même support pour voir au-dessus d'une limite, c'est égalitaire. Mais à la fin, c'est de la merde. À la fin, c'est de la merde. On le voit d'ailleurs. On parle beaucoup de la nécessité de l'égalité entre les hommes et les femmes quant au salaire. C'est une arnaque. Moi, je prône l'équité des salaires, donc que les femmes soient mieux payées que les hommes, à travail égal. C'est pas dur à gérer pour un chef d'entreprise. Il suffit de gérer les charges sociales, faire payer plus de charges sociales aux mâles et un peu moins aux femmes, et puis le problème est résolu. Et on peut payer les femmes mieux que les hommes, parce que, punaise, ce sont les femmes qui font les mômes. Et un mâle ne pourra jamais avoir d'utérus et de faire un gamin. Je crois que le délire, il est là, quelque part. Attention, d'après nos grands médias, les hommes peuvent être enceints. Oui, bullshit, ça va, ça. Genre, excuse-moi, Mike, mais il faut être clair. On est dans la maladie mentale, là. Ça s'appelle comme ça. On est dans un problème psychiatrique. Mais oui. Un homme enceint, c'est la maladie mentale. Un homme enceint. Mais oui, enfin, je veux dire, est-ce que tu connais un paysan ou un vétérinaire capable de me transformer un taureau en vache laitière ? Tu sais faire ça, toi ? Non, je ne sais pas, moi. Eh bien alors, le jour où les paysans et les agriculteurs et les vétérinaires seront capables de me fournir des taureaux transformés en vaches laitières, alors je changerai de point de vue. Mais on n'y est pas, hein. Merci pour ce coup de gueule, cher Christian. Moi, c'est un truc qui me met effectivement en colère, et puis je suis un petit-fils d'Espagnol et un autre de Breton, donc je suis très facilement colérique, mais en même temps, ça me fait rire, parce que c'est tellement pitoyable. Enfin, il y a une transformation entre taureau et vache laitière. Il y a la transformation Jean-Michel en Brigitte. Je savais que tu allais venir sur le sujet, mais laissons Laurence tranquillement parler, et puis on reviendra là-dessus. Effectivement, il y a un rapport. Chère Laurence. Oui. Alors, l'école, voilà. Méthode globale, syllabique, alors là, etc. évidemment, par rapport à Ludovic, pendant qu'il disait, je faisais le tri entre là où j'étais évidemment d'accord et là où je ne l'étais pas, ou en tout cas, c'était pas ma façon de voir. Il faut savoir que moi, mon travail, c'est sur l'identité de sexe, et pour parler de l'individu au-delà du biologiste. Donc, autant dire qu'on n'est pas sur la même façon de concevoir mais société. Déjà l'enseignement, l'instruction, déjà. Mais sur la méthode globale, moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'effectivement j'étais dans une école où j'ai appris. Il y avait déjà la méthode globale avec Giscard qu'il avait mis en place, mais moi j'ai eu la méthode syllabique. Et effectivement, en rentrant en CP en septembre, même pour les plus lents, au mois de novembre, tout le monde savait lire et écrire.
Ça, c'est une évidence. Ces expérimentations qui ont été faites, en plus à grande échelle et basées sur on ne sait quel retour en fait. Hein. Donc on expérimente, mais on ne sait pas par rapport à quoi, qu'est-ce qu'on veut obtenir, et on obtient une catastrophe. Alors sans compter pour les enfants qui ont déjà des problèmes, et en plus on s'en prend aux enfants en pensant que c'est eux qui sont bêtes. Je suis désolée, c'est la méthode qui n'était pas bonne. Hein. Donc voilà, moi c'est vrai qu'au niveau d'un parcours, j'ai été dans une école catholique qui a... contrat, pas contrat c'était un peu entre les deux, sur certains plans, qui a été à la fois mixte et à la fois une école de filles. Moi, j'en ai souffert de ces parties école de filles, donc ça explique aussi une réaction que je peux avoir par rapport à ça. Là où c'est exact, c'est que nous n'étions pas considérés soit garçons, soit filles, puisqu'on était toutes filles. Et justement, parce que nous étions toutes filles, on s'apercevait que tout à chacun était très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fille qui est faite sur le même moule, qui a la même façon de fonctionner. Il y a des filles qui sont impulsives. Il y a des filles, on appelle ça garçons manqués, mais c'est pas ça, qui ont un côté plus volontariste. Et puis après, ça dépend des âges, ça dépend des expériences, etc. Donc, il y avait des personnalités multiples. Effectivement, pour moi, ça a été un soulagement quand l'école est devenue mixte. En fait, j'ai pas pensé. D'accord. Oui, parce qu'on était dans un échange. Alors, ça a créé au début un petit choc parce qu'effectivement, ça rentrait dans une confrontation d'un espace privé, donc de sexualité, hein, quand même, d'attirance ou pas. Ceci dit, ça peut aussi exister dans une école que de filles ou que de garçons. Hein. Là où je rejoins complètement Ludovic là-dessus, c'est... alors moi, je parle plutôt que l'école devrait être un facteur d'instruction. C'est-à-dire, on devrait apprendre des savoirs et surtout pas, et c'est ce qui se passe de plus en plus, et moi, je ne l'ai pas connu en tant qu'élève, cette intrusion dans la vie privée. Des élèves, qu'ils soient garçons, filles ou quoi que ce soit. Évidemment, je m'oppose farouchement à l'éducation sexuelle à l'école. Quand en plus c'est donné par des profs de SVT sous forme de volontariat, c'est quand même très compliqué d'être à la fois un prof qui va noter pour le livret scolaire, qui va influencer après sur la suite, et en même temps d'avoir malgré tout connaître la vie privée de ces élèves qui vont poser des questions, donc qui vont se dévoiler, et de la même façon d'avoir un prof qui parle de quelque chose qui n'a pas lieu d'être à l'école. L'école est un lieu de savoir. Je partage évidemment cette idée fondamentale de revenir sur un enseignement classique, sauf que je le partage pour tous les enfants. Et pour en plus donner ces défis. On parlait de François Bégodeau. Je lui avais écrit par rapport à ça, puisqu'à un moment donné... En antenne. Oui, hors antenne. Oui, voilà, faut le préciser parce qu'on n'a pas parlé pendant l'émission, sinon les gens vont dire on parlait non, mais tu as tout à fait raison de le préciser. On parlait de François Bégodeau qui disait à un moment donné qu'on n'avait pas besoin d'apprendre le passé simple aux enfants. Je trouve que c'est bien l'inverse. Quelle victoire pour un enfant de voir qu'il peut apprendre. Je pense que les enfants sont quand même très très intelligents, et plus il y a un défi à avoir, plus c'est intelligent et stimulant de savoir. Et puis en plus, pour la lecture des romans, de la littérature quand même. Enfin, je pense que les enfants, plus on les met au défi, mieux c'est. Et c'est peut-être le problème aussi qui se passe, c'est qu'on leur facilite... Ce que dit aussi Ludovic, à juste titre, et je ne sais pas ce que tu en penses, tu as été dans le combat contre le pass sanitaire, les mesures, etc. C'est qu'aujourd'hui, enfin au moins depuis 60 ans, l'école est ainsi structurée pour que les gens... n'aient pas les armes pour se rebeller contre le système. Qu'est-ce que justement là-dessus t'en penses ? Complètement, je partage ça, parce que quand je parle de l'individu, je parle aussi d'être libre. L'école, elle est faite pour apprendre, elle n'est pas faite pour être soumis. On nous donne des éléments pour pouvoir réfléchir. On apprend aujourd'hui simplement à ingurgiter du savoir.
ou quand c'est du savoir. On oublie simplement, notamment l'esprit scientifique, pour douter, puisque tu sais que je parle pas mal du climat et que maintenant, quand on accuse un scientifique d'être climato-sceptique, on a l'impression que c'est une insulte, alors que fondamentalement, ça devrait être un compliment que d'être sceptique. Et puis, il y a aussi l'esprit philosophique de débattre, de voir de l'altérité, et puis le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre. C'est vrai. Merci à toi, chère Laurence. Là, pour le coup, est-ce qu'on a vraiment des preuves que dans cette éducation nationale est infiltrée la franc-maçonnerie et que c'est en effet leur projet, au-delà du fait que la République, on sait, maçonnique, les libertés, égalité, fraternité, etc. Est-ce que là, vraiment, on a peut-être des notes du Grand Orient ou de la Loge de France? Est-ce que voilà, là-dessus, tu as des éléments? En fait, la franc-maçonnerie, elle ne publie pas son programme. C'est oral. D'accord. Et en cercle fermé. Mais elle est partout. C'est la main visible qui contrôle tout, en fait, et qui prépare les textes de loi et qui vote les lois. On entend dire qu'il y a au moins un tiers des députés qui sont francs-maçons. Oui, 35%. Le chiffre JDD. C'est fou, hein? Voilà. Donc, on sait aussi que les francs-maçons, ce sont des anti-chrétiens. Ils haïssent la religion catholique. Donc, on peut aussi dire que l'enseignement mixte a été un vecteur de déchristianisation, clairement, en niant la différence des sexes déjà, en méprisant la vocation maternelle. L'école publique a renié les fondements de la civilisation européenne en réalité. Donc la famille comme cellule de transmission aussi de la foi, de l'ordre et de l'héritage. L'héritage. L'homme et la femme comme partenaires complémentaires et non interchangeables. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Tout est interchangeable. Un homme est une femme est un homme. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de repères. C'est une confusion totale. Les rôles sont complètement inversés. Et c'est la catastrophe. Donc c'est un sabotage de ces repères. Et ça a laissé place à une société liquéfiée, vulnérable au nihilisme et aux injections technocratiques. Alors clairement, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, des injections technocratiques en permanence, avec des réformettes qui sont ici et là, mais qui résolvent absolument pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est un problème de moyens. Déjà, il faudrait que les écoles aient des moyens considérables pour avoir les outils pour développer un enseignement de qualité, que ce soit au niveau professionnel ou dans l'enseignement supérieur. Et puis, aussi avoir l'autonomie, que les chefs des établissements, les proviseurs, puissent avoir une autonomie sur le recrutement, en fait. En fait, il faudrait qu'on ait un système qui soit décentralisé et qui permette de mettre en place du sur-mesure et un accompagnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut sortir du collège unique? Exact. Collège unique, donc, qui a apporté tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui, où on impose un système éducatif et un système pédagogique à tout le monde. Alors que ça devrait être un système différencié. Pourquoi? Parce que les garçons et les filles n'apprennent pas de la même manière. Déjà ça. Et les garçons ont aussi des objectifs qui peuvent être différents des filles. Mais quel serait justement Donc l'objectif? il faut avoir un système pédagogique qui est adapté pour le fonctionnement du garçon et un système pédagogique qui est adapté pour le fonctionnement de la femme. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, par exemple, d'après toi? Alors, au niveau de l'enseignement des filles, des garçons. Alors, on sait que les garçons, ils aiment bien apprendre en bougeant, en faisant des choses actives. On les accuse souvent d'être hyperactifs et on préfère leur donner massivement, je dis bien massivement, de la Ritaline. D'accord? Donc, vous imaginez dans quelle situation on est arrivé aujourd'hui où on donne des médicaments aux enfants qu'on pense être hyperactifs. Alors, par définition, les garçons ont besoin d'être dans un environnement stimulant, où ça bouge, alors que les filles sont beaucoup plus posées. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir à réhabiliter cet enseignement différencié
et donner des moyens importants au personnel enseignant pour pouvoir adapter des techniques qui fonctionnent et qui ont fait leurs preuves. Cher Christian, ça la Ritaline, c'est devenu un vrai problème. On dit aux gens, non mais votre enfant, il n'est pas turbulent, il est hyperactif, il faut qu'il prenne des médicaments. Deux choses. Je ne sais plus lequel de nos deux amis, ou c'est toi peut-être, disait les enfants aujourd'hui appartiennent à l'État. Ça fait un moment d'ailleurs. Ça fait un moment qu'on entend de temps en temps un ministre rappeler les enfants appartiennent à l'État. Et quelle est la conséquence de ça ? La conséquence, c'est beaucoup de drames, beaucoup de souffrances. Il y a aujourd'hui en France à peu près 300 000 enfants placés et on estime, en étant raisonnable, qu'une moitié de ces enfants placés ne devraient pas l'être. Ça veut dire qu'on a plusieurs dizaines de milliers de familles qui sont détruites par l'aide sociale à l'enfance. Si une femme aujourd'hui qui vient d'accoucher ne va pas à je ne sais quelle consultation pédiatrique au bout de 3 mois, elle reçoit un coup de téléphone et on l'engueule parce qu'elle n'est pas venue faire vérifier le carnet de vaccination. C'est-à-dire qu'on est dans une logique totalitaire, fascisante, je pèse mes mots clairement, d'appartenance des corps des enfants à l'État et de leurs esprits, évidemment. Alors, à partir de là, effectivement, on les drogue. Et puis on les invite à réfléchir à leur avenir professionnel dès la maternelle. Waouh ! Sacrée Elisabeth. Et justement, on n'est pas structuré pour ça. Non mais attends, ce qui est dramatique, c'est ce que tu évoques dans un de tes écrits là, pour la présentation de l'émission. Ce qui est dramatique, c'est la baisse du niveau intellectuel. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on forme des imbéciles, mais aujourd'hui, le problème majeur qui se pose, c'est que les gens qui décident sont eux-mêmes sous-cortiqués. C'est-à-dire qu'on a un déficit neurocognitif, mais majeur, qui est lié, entre autres choses, de plus en plus à la survaccination. On sait aujourd'hui que la glande pinéale est attaquée par les poisons des vaccins. La glande pinéale, c'est majeur. Qu'est-ce que c'est que la glande pinéale ? C'est le branchement du câble Internet de la fibre optique avec l'étage au-dessus. C'est-à-dire que c'est l'ouverture de la conscience spirituelle. On tue volontairement la glande pinéale pour empêcher l'évolution spirituelle et l'évolution de la conscience. Et ça, c'est dramatique. Merci, cher Christian. Tu voulais rebondir ? Non, pas Jean-Christian. Christian. Non, cher Christian, je dis. Ah, pardon. J'ai dit cher Christian. Excuse-moi, en vieillissant, je deviens sourd. Oui, Christian serait drôle comme prénom quand même. Par rapport à Elisabeth Borne, justement, ça sera dit dans ma chronique demain. La chronique ou Annexus ? Annexus. Elisabeth Borne, de toute façon, je ne sais pas, ces gens. Déjà, concrètement, quand un enfant est à la maternelle, ce qui va se passer 20 ans après et le pays, comment il sera 20 ans après, n'est plus du tout le même. Donc déjà, si vraiment il avait cette capacité, ce qu'il n'a pas, là où c'est quand même extraordinaire, c'est cette innocence de l'enfance à respecter. Donc évidemment, ça fait partie de tout ce délire sexuel, mais aussi un enfant, il n'est pas là pour, on lui dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard, donc pour être utile, cette notion-là d'être utile pour la société. Quant au fait aussi d'appartenir, de ne pas appartenir à ses parents et d'appartenir à la société, malheureusement, je ne suis pas sûre que dans les périodes de guerre, par exemple comme 14-18, on estimait que les enfants appartenaient à leurs parents. On estimait déjà, il y avait déjà un discours patriotique à servir la patrie. Donc ça a toujours eu lieu. Là maintenant, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'un ministre est capable de le dire en toute décontraction. Et effectivement, par rapport à l'aide sociale, c'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, là aussi, on a des inversions. Aide sociale pour retirer les enfants de leurs parents pour des raisons, on ne sait pas trop. Alors, on pourrait aller aussi par rapport à ces histoires terribles de ce qu'on fait de ces enfants qui ont été retirés à leurs parents, qui servent à des
peut-être, justement, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont francs-maçons, ceux qui se servent de ces enfants, mais en tout cas, ils sont satanistes, assurément. Ils sont satanistes. Voilà. C'est une logique, c'est vrai. Ces gens sont satanistes. Les francs-maçons sont satanistes? Ben oui. Alors il y en a. Pas que les francs-maçons, en tout cas ceux qui imposent toutes ces règles et cette inversion, c'est satanique. Et qui ont un rôle notamment dans l'aide sociale à l'enfance, qui pousse justement à ces retraits d'enfants. Enfin, c'est incroyable. Et puis parfois aussi quand l'enfant, on l'a vu avec des gens que nous connaissons, dont l'enfant est confié aux parents qui torturent, quoi. C'est vrai. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que cette division des responsabilités et cet effondrement de l'autorité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que l'État a retiré la responsabilité qu'ont les parents de faire l'instruction et de suivre leurs enfants. Et maintenant, c'est les autorités étatiques qui gèrent tout. On a les crèches, on a les écoles, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 40 ans, je dis bien en 40 ans, les familles monoparentales sont passées de 10% à 25%. Vous imaginez? 25%. Ça a plus que doublé. Oui. En 40 ans. Donc voilà le résultat de ce fiasco. Est-ce que c'est imputable à ça, les parents les monoparentales? Famille monoparentale, pardon. Ce n'est pas imputable que à ça. L'autre point qui est important, c'est la perte du sacré, l'abandon et l'apostasie, qui nous a conduits dans une impasse qui génère beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes, et qui empêche de se concentrer sur une éducation traditionnelle, de discipline, d'autorité. J'ai une professeure qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Et elle m'a dit... le goût de l'effort a disparu au profit du droit à la réussite. Il n'y a plus d'effort, en fait. C'est comme si la réussite, c'était un droit. Vous voyez ce que je veux dire? Dans quel sens? C'est-à-dire qu'il faut que les élèves aient toujours la moyenne? En fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que la plupart qui vont jusqu'au bac, le niveau s'est complètement effondré. C'est-à-dire qu'on donne le bac à tout le monde. Là, on parle du système français. Donc, on pousse plus de 80% d'une classe d'âge au bac. Donc, quel est le résultat? On a un des taux de chômage les plus importants en Europe. Alors, moi, je suis franco-suisse, je peux vous parler de la Suisse. C'est l'inverse. Justement, c'est quoi le système suisse? 80% des gens, des élèves vont en milieu professionnel. Ils apprennent un métier. Ils font un apprentissage. Et pour ceux qui ont envie de poursuivre, il y a des passerelles et ils peuvent passer dans l'enseignement supérieur. Résultat des courses. La Suisse a autour de 4% de chômage, voire un peu moins. Et puis on gagne beaucoup mieux sa vie en Suisse qu'en France. Donc vous voyez la différence. En France, le vrai chômage, le vrai taux du chômage, il est supérieur à 12%. Vraiment, supérieur à 12%. Ce qui est énorme. Donc aujourd'hui, le système éducatif français, en plus d'avoir ces problèmes considérables de dépossession des parents de leur rôle éducatif, on a toutes des générations qui vont dans l'enseignement supérieur et qui n'ont pas vocation à aller dans l'enseignement supérieur. Je vais vous donner un exemple. Moi, je discutais avec un étudiant il n'y a encore pas si longtemps. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé un BTS? Oui, bon, j'ai fait un BTS, puis après, je devais chercher du travail. Mais je lui dis, mais tu fais quoi aujourd'hui? Il me fait, je travaille chez Ikea. Il poussait les chariots chez Ikea. Comment se fait-il qu'on envoie des élèves en enseignement supérieur pour finir par travailler à Ikea? Il y a un vrai problème. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, surtout dans la période dans laquelle on vit, c'est vraiment d'apprendre un métier et d'être autonome.
Parce que le système actuel, il pousse les enfants à être dépendants de l'État et pas à être autonomes. Tu es d'accord avec ça, cher Christian? Dépendant de l'État, dépendant des parents aussi. Combien d'enfants restent de plus en plus longtemps chez papa-maman? Là aussi, je n'ai pas les chiffres, mais enfin, ça peut se vérifier quelque part. C'est sûr que ajuster les capacités effectives des jeunes aux réalités du marché du travail, c'est pas une histoire simple. Comment est-ce qu'on devient général en France, dans l'armée? On devient général quand on a prouvé qu'on était capable d'être sous-officier et officier subalterne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sort pas d'une école générale. On monte en grade pour finir, peut-être, un jour, colonel, lieutenant-colonel ou général. Dans quantité d'autres domaines, et ça donne des catastrophes, on sort général de la fonction publique en sortant de l'ENA après avoir triché. Peut-être qu'on réfléchisse à ça, et qu'on trouve le moyen, effectivement, pour un jeune qui va faire un BTS, ne va pas trouver de travail, plutôt que de l'embarquer dans cette histoire-là, effectivement... ok, il ne peut démarrer que pousseur de chariot chez Ikea. Il démarre pousseur de chariot chez Ikea, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il va pouvoir devenir chef pousseur de chariot, et puis que sais-je d'autres, chef de rayon chez Ikea, puis peut-être qu'un jour, il sera directeur de magasin, après avoir été formé au cours de la vie, et non pas en formation initiale, dans le but d'avoir le meilleur niveau de diplôme et de salaire. Ça déconne, ça déconne. Je sais que ça, c'est de plus en plus rare. J'avais reçu des chiffres de notre ami Philippe Perlin qui expliquait dans les années 60, il y avait 1% de smicards. 1% de smicards. Ouais. Il y en a 20% aujourd'hui. Ouais. Et à l'époque, on pouvait monter au sein de l'entreprise et justement devenir cadre, peut-être en fin de carrière. C'était assez courant. Aujourd'hui, les 20% de smicards resteront smicards. Jusqu'au bout, bien sûr. Mais bien sûr, moi je me souviens, peu importe le détail de famille, d'un homme qui était un oncle, je crois, qui était devenu, comme on disait à l'époque, ingénieur d'usine, qui avait démarré petitement comme dessinateur industriel, et puis au fil des années, dans l'industrie, formation, et puis devenu ingénieur d'usine. Alors certes, il n'était pas sorti d'une école d'ingénieur, mais il faisait un excellent travail pour l'entreprise, par contre. Et évidemment, il était sorti des salaires de base. C'est tout ça qu'on a besoin de repenser. Alors, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on a des modèles à l'extérieur du pays, comme en Suisse, effectivement. Je crois qu'en Allemagne aussi, ça va un peu mieux gérer. Et puis on a des modèles du côté de la Finlande aussi, je crois, où le travail des pédagogues finlandais n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Alors on ferait peut-être bien d'envoyer nos enseignants se former en Allemagne, en Suisse, en Finlande, peut-être encore ailleurs, il faudrait regarder ça de plus près, parce qu'effectivement, on est arrivé au bout d'une culture. Moi, j'ai été très choqué pendant la période Covid de la dégringolade idéologique, intellectuelle, psychologique du monde enseignant. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce que les enseignants eux-mêmes masquent leurs élèves, encouragent les vaccins, fabriquent des cages en plexiglas dans les cours de récréation pour enfermer les gamins pour qu'ils ne se touchent pas, ne se respirent pas sous le nez, etc. J'ai été atterré de voir ça, mais j'étais défait quelque part, parce que je connais plutôt bien le monde enseignant, j'ai de la famille, des gens très proches qui sont enseignants, mais je me suis dit, mais comment est-ce possible? Je veux dire, jamais dans les années 60 et 70, enfin, l'impression que j'ai, en tout cas, jamais le monde enseignant n'aurait fait cela. N'aurait accepté de se mettre à quatre pattes pour se faire sodomiser au sable et à la moutarde
par des gangsters. Aujourd'hui, t'es... Ah mais non mais... Il a fort. Mais oui, mais tu m'as autorisé la dernière fois. Je ne t'ai pas donné de substance, hein. Non, mais pas du tout. Mais j'en ai pas besoin. Tu sais, non, pas du tout. J'en ai pas besoin. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me droguer. Mais non, mais. Bon, c'est un autre sujet, Max, s'il te plaît. Je suis surpris. Sur 15 sujets à la fois. Je suis surpris par ton langage fleuri du jour. C'est volontaire si je suis un peu vulgaire à certains moments. Parce que je suis gaulois et que j'assume, que je suis breton et que je suis en colère aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, on peut être qu'en colère, chère Laurence, parce que là, tout ça c'est programmé, c'est le plan. En tout cas, moi j'ai du mal quand même à voir le lien entre ce qui se produit à l'école avec effectivement un enseignement qui est d'apprendre pour répondre à des QCM et un marché de l'emploi qui de toute façon est une catastrophe. Ce n'est pas parce qu'un élève aura une intelligence qu'il va trouver un emploi à la mesure de son intelligence. Tout n'est pas complètement désolidarisé, mais on est quand même en France dans un pays avec une épidémie réelle, cette fois-ci, de faillite. C'est une catastrophe au niveau industriel, au niveau des emplois et services dans le tertiaire, c'est pareil. Quelqu'un qui veut monter une entreprise, on se demande s'il n'a pas un problème de masochisme, si encore il arrive à faire tenir sa structure, ne serait-ce qu'un an ou deux. Donc ça suppose évidemment qu'un marché de l'emploi fermé, quoi. Donc même avec, et c'est ça aussi qui peut être un gros gâchis, c'est-à-dire que des élèves qui seraient formés, que ça soit au niveau donc sur une structure, enfin sur un axe plus professionnel, qui de toute façon, quand ils vont arriver sur le marché de l'emploi, peut-être que cette profession n'existera plus. Là, la profession à la mode, ça va être l'IA. Il y a 5 ans, l'IA, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc là, ça va être le secteur en poupe. Donc, voilà, le goût de l'effort, là, moi, je partage complètement cette idée, parce que le goût de l'effort, c'est le goût de la réussite, justement. C'est avec l'effort d'avoir essayé. Il y a toujours cette image qu'on donne d'un enfant, d'un bébé qui n'est pas en sachant marcher. Et pour apprendre à marcher, mais regardons cet exemple extraordinaire, tous les efforts qu'il fait pour enfin réussir à marcher. Et cette joie qu'il a, en plus, autour de ses parents, de ses grands-parents, de toute sa famille qui le regarde et qui le regarde comme un héros qui sait marcher. On apprend tous les jours à marcher avec toutes les difficultés. Et paradoxalement, plus il y a des difficultés, plus du coup on est engagé à réussir quelque chose et plus on a la fierté. Donc effectivement, peut-être réapprendre et sans doute, on n'apprend rien en cochant des QCM, ce que je disais tout à l'heure. Bien, on n'apprend rien, mais du coup, cher Ludovic, toi qui es économiste, voilà, quelle est donc la question que te pose notre ami Laurence? En effet, vu que le marché de l'emploi français est pas très florissant, ce qui est plutôt le cas en Suisse, l'économie marche fort, il y a de la croissance. Est-ce que, quel est justement le lien entre ce que l'on va apprendre à l'école et le marché de l'emploi? Alors déjà, il y a un problème qui est totalement occulté en réalité. Moi, j'ai expérimenté l'enseignement classique. Mes parents m'ont toujours dit qu'ils auraient préféré me mettre dans une école privée, mais bon, ils n'avaient pas les moyens, 2 frères, 2 sœurs, dans une grande famille, et ils ne pouvaient pas. Mais ma mère m'a toujours dit, si j'avais pu, je t'aurais mis dans une école privée. Mais le vrai problème aussi de l'école républicaine, c'est-à-dire l'école maçonnique, qu'on nous a imposé à la Révolution, c'est que cette école est totalement incapable, je dis bien incapable, de transmettre quelle que soit la culture de l'entrepreneuriat. À aucun moment, on a dans le cursus académique des enseignements spécifiques pour devenir entrepreneur. Zéro. Niet, nada. La faillite totale. Il ne faut pas oublier que la Suisse, elle est puissante et elle est forte avant tout par les PME, c'est-à-dire les entrepreneurs.
Voilà pourquoi la Suisse, elle est forte. Aussi parce qu'elle avait une monnaie solide adossée à l'or. C'est aussi une des raisons de la réussite de la Suisse. Mais le tissu économique suisse est en majorité des PME. Et en France, c'est pareil. Ce qui apporte de la valeur, ce sont les PME. Donc ce sont les entrepreneurs. Ce ne sont pas les grandes entreprises. Donc comment voulez-vous en arriver ici avec un système qui fait tout pour détourner les jeunes de la filière professionnelle pour apprendre un métier, être autonome, maîtriser quelque chose, par la suite pouvoir aller plus haut en enseignement supérieur à travers des passerelles, avec avoir un système hyper rigide et qui n'enseigne pas, qui n'infuse pas la culture de l'entrepreneuriat. C'est la clé du problème qu'il y a aussi en France. Comment se fait-il qu'on n'apprend pas aux jeunes à être indépendants, autonomes et ambitieux? C'est ça la question. Tu as les réponses à ces questions? Eh bien, effectivement, on est dans un système maçonnique qui a une seule vocation, c'est de démembrer notre héritage, nos valeurs, nos savoir-faire, notre foi et notre splendeur. Donc ces gens-là, ils sont en guerre totale avec ce qui a fait le génie français. Voilà où nous en sommes. Charles Laurence, il a répondu à ta question. C'est-à-dire que si il y avait plus de jeunes qui sortaient de la fameuse éducation nationale en disant « Tiens, je vais vouloir monter une affaire », eh ben, il y aurait moins de jeunes qui pousseraient des chariots à Ikea. Ben, écoute, en tout cas, moi, je suis, de par aussi mon parcours, il n'y a pas que l'école qui apprend à être autonome, qui apprend au plaisir de réussir suite à l'effort, pas une espèce de pseudo-réussite, etc. Bien sûr, on devrait aussi apprendre ce qu'est la bourse, on devrait apprendre ce qu'est l'économie, on devrait être complètement, que ça soit complètement démystifié aussi. Donc les PME, évidemment, mais c'est bien là-dessus qu'est attaquée la France, au niveau des PME, avec les charges. Donc, du coup, je repasserai aussi sur ce gros problème des charges d'électricité, parce qu'en fait, on produit trop d'électricité, ce qui est quand même assez effarant. Bon, bref. Donc, effectivement, la destruction des PME, c'est une destruction de la splendeur, du génie, de l'esprit d'initiative. Alors, quand on parle de PME, on peut aussi parler de toute la partie qui est plus mon domaine, la partie culturelle et artistique, de développer aussi cette fibre, ce goût du risque. Et effectivement, plus aussi on s'habitue à prendre des risques, parfois à se tromper ou à échouer, plus on va aller de l'avant. Ce qu'on apprend aussi, c'est la peur de se tromper. Je pense que c'est ça qu'on oublie aussi. Voilà, il faut absolument avoir raison. On en parlait aussi, on n'a pas raison en fait. Si on apprend cette capacité à accepter de se tromper, que ce n'est pas grave, que c'est juste une étape pour la prochaine réussite, c'est aussi pareil pour monter une entreprise. Là aussi, il faut qu'il y ait des aides qui le permettent, ou en tout cas pas des taxes qui l'empêchent. Qu'est-ce que tu en penses, Christian? Est-ce que voilà, justement, toi qui connais ce monde de l'enseignement, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi pour le rendre optimal, si je puis dire? Tu me poses une question vraiment difficile. Ouais. J'en sais rien. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je suis dans une logique en ce moment, là, depuis quelques mois, de comment est-ce qu'on fait pour renverser la table. Ça, je veux savoir. Comment est-ce qu'on fait? J'ai pas la réponse non plus à comment est-ce qu'on fait pour renverser la table, mais en tout cas, c'est l'objectif.
pour moi, c'est l'objectif. Enfin si, j'ai des pistes de réponse, on en a déjà parlé. Les forces dans l'histoire capables de renverser la table, c'est le droit et l'armée, hein, c'est pas compliqué. Ah, deux choses qui ne sont pas avec nous. Pas pour le moment, pas encore. Mais à un moment, ça va finir par venir, parce que sinon, c'est la rue. Sinon, c'est la guerre civile. Je veux dire, vu là où on en est d'un point de vue historique, on ne peut pas ne pas aller vers un schéma de rupture. Certains parlent de révolution, je n'aime pas du tout ce mot-là parce que ce n'est pas le bon terme. Je parle tout simplement de schéma de rupture. On a besoin d'un divorce radical entre la population et ceux qui se prennent pour nos élites, qui sont en réalité des bandes organisées de criminels au service de puissances étrangères et qui font une guerre quasi génocidaire contre la population. On a besoin d'un divorce, on a besoin d'un schéma de rupture. Donc de toute façon, nous irons vers ce schéma de rupture, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. C'est juste... Ça peut être sur un temps long ou peut-être plus court. Je ne sais pas le temps, je ne sais pas si c'est des mois ou des années, mais on ne pourra pas y échapper. Il suffit de regarder l'histoire, enfin, de voir les changements de régime depuis 1789. On en est à 15 ou 16 constitutions. La dernière fois que j'ai compté, je crois que j'en étais à 16. Et la toute prochaine, ça sera la 17e. D'accord ? En comptant celles qui ne se sont pas mises en œuvre et en comptant les lois du royaume comme premier schéma constitutionnel. Donc la France est très compétente pour fabriquer des constitutions. Je n'ai pas de problème avec ça. La créativité est là. Je ne sais pas quand le schéma de rupture adviendra, mais il adviendra forcément. On verra après comment on réinvente les choses. Je n'en suis pas là. Il y a des gens qui réfléchissent à quelle nouvelle constitution serait idéale. Il y a beaucoup de créativité dans ce domaine. On m'a parlé quelquefois de cela, d'Étienne Chouard par exemple, mais c'est pas le seul. Il y a faudrait que je l'invite quand même. Oui, bien sûr, Étienne Chouard, invite-le quand tu veux. On discutera avec lui, ça vaut la peine. Il y a quantité de groupes citoyens qui réfléchissent à ça. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Bon, ce qu'ils oublient, c'est que, pour savoir, enfin, ce qu'on va faire après, il y a un avant qui est le schéma de rupture. Ça, c'est ma difficulté, c'est ce sur quoi je m'interroge et ce sur quoi je travaille tous les jours. Si j'ai déposé une plainte contre X tout à l'heure en direction du couple maudit de psychopathes qui font semblant de diriger la France, c'est pas pour rien. C'est parce que je pars du principe que la pression sur le système judiciaire va faire qu'un jour ou l'autre, quelques magistrats intègres, indépendants, des organisations occultes fondées sur le secret d'appartenance et l'obligation de solidarité fraternelle, on sait de qui on parle, il y a des magistrats qui sont indépendants de ces systèmes. On le verra le 14 mai. Oui, on le verra le 14-15 mai avec le procès de Natacha Ray, avec François d'Anglean à la Cour d'appel, c'est clair. Je sais que tu veux rebondir, Charles-Laurent, tu vas rebondir, mais avant ça, je voulais dire que je vais vous faire en fin d'émission une grande annonce. Vas-y. Oui, je voulais dire qu'on parle de l'école, mais aujourd'hui, dans cette situation telle qu'on est, on se retrouve tous, d'une certaine façon, des élèves, justement pour voir, parce que je pense quand même que c'est aujourd'hui que l'on prépare demain. Donc, on est élève d'une situation qui est quand même très inédite, qui est poussée à son extrême, et là aussi, réapprenons. Et peut-être donnons cette envie aux enfants de ce goût de l'effort, de cette improvisation, de se demander, de tester des pistes, de ne pas attendre, d'être passif, dans cette passivité que l'on est mis, au contraire d'être actif et non pas d'espérer, mais de désirer, c'est ce que j'explique, parce que dans le désir, on est déjà acteur, parce qu'on pose des jalons et on agit. C'est quand même... Merci à toi, Charles-Laurent. Ludovic, il faut quand même, là on a fait l'émission, on a un peu été on a été dans le drame si je puis dire, mais il faut quand même donner un peu d'espoir aux parents qui nous regardent et dire que malgré tout, il y a des solutions, il faut leur donner ces solutions. Oui, alors je vais donner quelques solutions. Avant, j'aimerais juste rappeler et consolider ce que j'ai dit. L'enseignement mixte n'est pas une simple méthode pédagogique, vous avez bien compris. C'est un projet politique et anthropologique qui vise à effacer les repères, diviser les sexes, liquéfier les rôles et soumettre les familles à l'État. Voilà un peu la situation dans laquelle on est maintenant. Donc quoi faire ? Je pense qu'effectivement,
on va arriver à un moment de rupture, puisque ce régime ne va pas pouvoir rester en place très longtemps. On avait parlé ensemble, Mike, des prophéties aussi de Marie-Julie Gianni, la stigmatisée de Blain, l'une des plus grandes mystiques de France, qui anticipe la chute de ce régime maçonnique. Donc on est plutôt tranquille, on sait que ces 2-3 prochaines années, ça risque d'être assez chaud, peut-être une guerre civile, peut-être une invasion russe, bref, islamo-russe, on va voir ce qui se passe. Dans l'intervalle, pour les parents, je pense que c'est important de reprendre en main l'éducation de leurs enfants. C'est très compliqué quand il y a 2 personnes qui travaillent. Et je pense qu'il y a un concept à développer en France où il y a beaucoup de choses à faire qui pourraient être aussi développées en ligne, c'est le perceptorat. Perceptorat, donc les percepteurs, avant qui étaient des personnes qui s'occupaient de l'enseignement des enfants, des personnes plus âgées qui ont de l'expérience, ça peut être des retraités qui peuvent se mettre à disposition des élèves qui ont des difficultés ou qui cherchent à aider des élèves dans des domaines particuliers pour les aider à développer des connaissances dans tout type de discipline. Et je pense qu'il y a une idée vraiment à mettre en place en France, c'est de monter une start-up qui permette de mettre en relation des personnes qui ont des connaissances. Ça peut être aussi des jeunes, des moins jeunes, des gens plus âgés qui ont beaucoup plus d'expérience, avec des élèves de tout niveau pour pouvoir les accompagner dans des objectifs précis, professionnels ou d'acquisition de connaissances et de savoir. Donc ça, c'est une idée que je pense qui serait très bien. L'autre point aussi que je pense qui est indispensable, vu la situation aujourd'hui en termes éducatifs, c'est le rôle du théâtre. En fait, le théâtre est à mon avis très important et les parents devraient faire en sorte que leurs enfants fassent du théâtre pour pouvoir court-circuiter. Je dis bien court-circuiter. En fait... Mais pas avec votre prof âgé, hein. Pardonne-moi Ludovic, mais... Faire du théâtre. Je suis d'accord sur le fond, d'ailleurs. Ouais, Je ne peux pas m'empêcher de penser à quelques personnes. Oui, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs... on va montrer la fiche, la théâtre, bénéfice de théâtre pour les jeunes. Bon, il n'y a pas marqué mariage. Hein. Non. Alors, évidemment, confiance en soi. Se produire sur scène permet de surmonter les peurs et le regard des autres. On se rend compte que dans une école qui est mixte, il y a une compétition entre les garçons et les filles, et le regard de l'autre court-circuite le naturel et l'authenticité. Donc c'est un problème, et le système éducatif n'est pas là pour ça. Chaque élève doit pouvoir s'exprimer comme il est, mais le fait que l'enseignement soit mixte, il y a toujours le regard de l'autre et la compétition entre les sexes. Après, il y a l'expression orale et l'élocution, évidemment. Donc, en fait, dans cette liste, vous avez tous les bénéfices qu'apporte le théâtre, la maîtrise des cordes vocales, la rhétorique et l'argumentation, se positionner aussi dans des rôles pour pouvoir se mettre aussi à la place et faire preuve d'empathie. Et donc, la présence scénique, l'affirmation de soi, la gestion des émotions, le stress, l'empathie, donc la créativité aussi, et pouvoir avoir cette capacité de travailler en équipe, faire travailler la mémoire, parce que la mémoire, quand on a une bonne mémoire, souvent on est très bon à l'école. Donc la mémoire, c'est très important, et être capable de travailler avec différentes équipes et comprendre et jouer différents rôles. Et je pense que le théâtre peut être un court-circuit dans le circuit imprimé qu'on a aujourd'hui, et c'est une goutte d'eau qui peut faire court-circuiter cet enseignement, parce que ça va permettre aux élèves de reprendre confiance en eux, leur redonner les bases essentielles qu'ils n'ont pas eues à l'école à travers le théâtre. Et je conseille vraiment les parents qui ont des enfants donc, de faire en sorte qu'ils puissent faire du théâtre. Et ça va vraiment déclencher, je pense, beaucoup de choses et développer des talents, des potentiels. Et parce qu'il y a beaucoup d'élèves, en fait, aujourd'hui, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et on ne leur donne pas la possibilité d'être eux-mêmes. Et être soi-même, le théâtre, c'est un bon moyen de se challenger, se mettre sur une scène et de prendre confiance en soi et de développer toutes sortes de choses que l'école est incapable de fournir aujourd'hui.
Alors, on a un sondage, on va faire ça rapidement. Vous étiez 1187 personnes à voter aujourd'hui. Quel est aujourd'hui le vrai rôle de l'école? Former des citoyens dociles, 49%. Imposer l'idéologie du genre, 17%. Effacer le repère familial, 28%. Qu'est-ce que tu en penses, Christian? J'en pense que les gens qui nous écoutent ont compris un certain nombre de choses et sont sortis de la naïveté. Maintenant, le grand problème, c'est nombre total de votants, 187. Quel est le pourcentage de la population aujourd'hui un peu éveillée sur le réel? C'est dur, hein, c'est difficile, hein, je trouve que c'est difficile. Alors tu me disais tout à l'heure, projetons des choses positives, tentons de le faire, un éveil, plus un autre, plus un autre, plus un autre, ça fait une goutte d'eau, et puis d'une goutte d'eau, on peut passer à un verre plein. Espérons que l'essentiel de la population finisse par se réveiller. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dans l'idée que quand quelqu'un croit quelque chose et qu'il croit savoir, il sera indéboulonnable. C'est bien le problème sur le savoir, c'est que souvent, moi je dis seul le savant c'est ignorant, c'est-à-dire que quand on a conscience de ses limites, de ne pas savoir, c'est là où on va chercher à apprendre et à comprendre. Des enfants dociles, oui, c'est bien. C'est une catastrophe parce que les enfants dociles vont détester tous ceux qui ont la liberté, qui là pour le coup viennent en concurrence. On aime la liberté quand soi-même on l'éprouve. On déteste ceux qui sont libres quand soi-même on s'est habitué à être dans des carcans avec tout ce que ça peut supposer de vie limitée. Donc c'est vraiment inquiétant. Et puis soumettre à qui? Être soumis à qui? Alors on est soumis à son instinct, après on est soumis à qui d'autre dans son entreprise, on est dans un rapport, ça on en avait déjà parlé, sur ce côté où on voit, suite à l'émission qu'on avait faite par rapport à l'interview que tu avais fait de micro-trottoir, où c'est facile, hein, tous ces gens qui ont appris à la soumission, ils vont regarder l'État, ils vont regarder le médecin, ils vont regarder peut-être même leur conjoint comme un parent, ils vont être incapables d'avoir une relation, ce qu'on appelle d'égal à égal, hein, mais en tout cas une relation où l'altérité est respectée tout en étant soi-même adulte. Ouais, c'est vrai. Alors, merci à toi, chère Laurence. Et qu'est-ce que tu penses, mais 10 secondes de ce sondage? Moi, je pense qu'en fait, la reprise de pouvoir au niveau éducatif, elle passe par la reprise du pouvoir monétaire. Aujourd'hui, ils vont essayer d'introduire l'euro numérique au mois d'octobre. J'ai travaillé sur un protocole qui est disponible sur mon site ludovicmabolo.com pour réintroduire les pièces d'argent et d'or au niveau local pour que les gens puissent reprendre leur autonomie financière. Voilà pour les commerçants et la population. Quasiment tous les Français ont des pièces d'or et des pièces d'argent chez eux. Et il est temps de reprendre son pouvoir. Et ce pouvoir, le pouvoir ultime, j'ai toujours dit, il n'est pas politique, il est monétaire. Et aujourd'hui, il y a tout un ensemble de choses qui sont en train de se développer, assez inquiétantes par rapport à cet euro numérique. On sait que tout est en place, qu'ils vont essayer de l'imposer. Peut-être qu'ils vont créer les conditions d'une crise pour pouvoir le justifier. Problème, réaction, solution. Hein, la stratégie, fameuse stratégie triangulaire. Voilà, j'ai mis à disposition ce protocole que tout le monde peut s'approprier et télécharger sur mon site en PDF. Donc il y a le protocole qui peut être développé au niveau local et se propager partout en France pour pouvoir remettre en circulation les pièces d'argent et les pièces d'or et encourager les commerçants à les accepter pour pouvoir s'émanciper de l'euro numérique, qui est un engrenage qui va contenir au crédit social chinois. Ton bouquin, est-ce qu'on peut le trouver encore ou pas? Oui, bien sûr, sur le site de l'éditeur, les éditions Maya, donc le suicide monétaire aux éditions Maya. Voilà, les frais de port sont offerts. Et les vrais enjeux aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est avec l'euro numérique. Et il faut reprendre son pouvoir. Et l'un des moyens faciles et rapides de le faire, c'est avec l'or et l'argent métal sous forme de pièces. Et donc les protocoles sont sur mon site, ludovicmalo.com, avec une charte aussi. Donc chacun peut télécharger ça, se l'approprier et le développer au niveau local pour recréer à nouveau des liens, un maillage local, et puis reprendre
Merci à vous, chers amis. J'ai eu l'annonce, je vais vous faire l'annonce et après je donnerai la parole à Christian et Laurence. On organise le débat de l'année. Le débat de l'année lundi soir. Entre Maître Divisio et Alain Soral. Voilà, c'est le débat de l'année sur la France, sur le catholicisme et la laïcité. Voilà, lundi 19h, Maître Divisio contre Alain Soral. Voilà, donc je vous attends excessivement nombreux. Et ton actu, cher Christian? Mon actu, tu veux parler de la plainte du grand jeu que nous avons lancé le 13 décembre? Oui. Rien de neuf par rapport à notre dernier rendez-vous de la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours. J'en parlais tout à l'heure avec Ludovic et Laurence. On peut le rappeler pour les personnes qui ne sont pas informées. Donc une plainte a été déposée le 13 décembre contre X, mais en réalité contre Jean-Michel Cogneux, pour usurpation d'identité, faux usage de faux, viol sur mineur par personne ayant autorité. J'ai vu ce matin une petite vidéo où intervient Laurence Bonneux, journaliste qui travaille sur les dossiers de pédocriminalité, qui m'a fait le grand bonheur de dire les choses au carré. Effectivement, dans le code pénal, un professeur, fut-il de théâtre, de lettres ou de mathématiques, qui embarque un enfant de 14 ans ou un mineur de 17 ans,9, mineur de 18 ans, ça s'appelle un viol en droit pénal, j'y peux rien. Ou alors il faut tout revoir. Derrière ça, un mariage illégal, puis usurpation de fonction. Rien dans l'État, dans les lois, dans la République ne permet de considérer qu'un individu usurpe son identité, tu veux que je conclue vite, derrière ça, atteinte à la sûreté de l'État. Je ne vais pas développer. Cette plainte est enregistrée chez le doyen des juges d'instruction. J'attends. L'État m'a accordé l'aide juridictionnelle, ce qui est presque un gag, et j'attends que le parquet veuille bien faire son travail, c'est-à-dire faire des réquisitions pour que le doyen nomme un juge d'instruction. Et, cher Christian, on continuera à en parler. Je t'inviterai même pour une spéciale. Brigitte, Jean-Michel, j'aurai des intervenants qui ne sont pas Xavier Poussard, qui ne sont pas Natacha, qui ne sont pas Amandine, et qui auront des nouveautés liées à Macron et les Rothschild. Et je sais que toi aussi, tu auras quelques nouveautés à dire. Oui, bien sûr. Donc, on en parlera tous ensemble. Et enfin, Laurence Vaquille, ton actu, je crois que c'est Nexus. Alors oui, demain, donc, j'ai ma chronique Nexus qui s'inspire de mes billets d'humeur mensuels que j'écris depuis l'élection d'Emmanuel Macron et que je n'arrête que quand il partira. Après, ça ne m'empêchera pas de parler de politique et surtout de société et du plaisir de vivre. Et je suis toujours sur l'écriture de mon essai philosophique, puisque c'est quand même mon travail d'être philosophe par rapport à la science et notamment la science du climat. L'écologisme. Merci à toi, chère Laurence. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Vous étiez 3600 en direct. Un quart d'entre vous n'êtes pas abonnés. C'est pas normal. Surtout que lundi soir, Divisio contre Soral. Donc abonnez-vous, la cloche. Mettez la cloche parce que sinon vous allez louper évidemment le débat. Je pense que c'est le débat de l'année. Je pense qu'il n'y a pas eu au-dessus de Divisio Soral. Et ça va vraiment taper fort. Je sais que Divisio, il est enragé là, en ce moment, donc il a envie de dire des choses. Donc voilà, je vous donnerai rendez-vous lundi soir, 19h pour ce débat. Passez un excellent week-end. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Vous y retrouverez Roland Hureau, Sylvain Ferrat, Jean-Michel Vernochet et tous les autres. Vous serez membre premium avec eux. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. La boutique géopolitiqueprofonde.com est ouverte. Allez, salut, ciao. Protéger votre épargne des banques centrales et vous réinformer face aux mensonges d'État est notre priorité. Donc sous chacune de nos vidéos, vous trouverez différents liens pour lutter contre le système. Cliquez sur celui avec le téléphone rouge pour prendre rendez-vous avec nous et nous discuterons de nos solutions financières.
En fonction de vos besoins, on vous proposera la solution qui vous correspond le mieux. On parlera de notre stratégie, le placement décentralisé 100% passif. Une solution clé en main pour placer votre épargne hors de France, des banques et de l'euro. Appelez-nous pour en savoir davantage. Cet appel est gratuit et bien sûr n'engage à rien. Au plaisir de discuter avec vous.